de commencer par les clichés, on va demander à Fabiola, mais qui es-tu, Fabiola? Pourquoi est-ce que tu es parmi nous ce soir? Eh bien, bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour votre invitation. Merci Eric pour m'avoir vraiment invité voilà, à faire votre connaissance. Et bien, moi, je suis une Italienne qui vit en France depuis pas mal d'années et je suis des Roms, originaire des Roms et j'ai un petit peu voyagé avant d'arriver ici. Et là, voilà, j'enseigne l'italien et j'enseigne uniquement aux adultes. Donc, je ne suis pas une professeure des lycées, mais j'enseigne l'italien aux adultes et à l'université. Alors, on demande aux autres simplement de couper leur micro, hein, donc sauf Chantal et Nicolas. Vous coupez votre micro, d'abord pour sauvegarder la bande passante, et puis d'autre part pour qu'on entende bien Fabiola, puis Chantal et Nicolas. Fabiola, alors, d'où es-tu venue? Donc de Rome. Et est-ce que tu as tout de suite été professeur? Qu'est-ce que tu as fait de beau avant de nous arriver en Savoie? Et tu peux dire aussi où est-ce que tu enseignes, c'est tout à fait possible. Bien. Eh bien, donc j'ai terminé mes études à Rome. Je suis professeur. Je vais destiner à être professeur des lettres. J'aimais beaucoup aussi le journalisme. J'ai travaillé un petit peu à la rédaction de Rome, à la Sala Stampa Italiana, pour un journal qui est La Sicile. Mais après, j'ai voulu voyager. Donc, j'ai vécu un petit peu en Angleterre. J'ai voyagé en Australie. J'ai vécu à Vérone. Et après, j'ai débarqué en France. Mais j'ai toujours voulu enseigner aux étrangers. Et donc, déjà en Italie, un petit peu partout dans les autres pays, j'ai tout de suite commencé par l'enseignement de l'italien langue étrangère. Donc, après arriver ici, j'ai fait les petits boulots, hein, comme tout le monde, pour vraiment perfectionner les français que j'avais appris au lycée. Et après, voilà, petit à petit, j'ai commencé dans les secondaires, l'université. J'étais lectrice à l'université Mont-Blanc. J'enseigne toujours à l'université Mont-Blanc. Et après, auprès des associations et dans l'enseignement en entreprise aussi. Ça, c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup. Bon, et est-ce que tu sais nous faire aimer l'Italie? Moi, je crois que oui, parce que tu as bien commencé avec plusieurs d'entre nous, et donc on va te demander de nous la faire aimer, mais pour des raisons qui sont un peu moins connues. Alors, peut-être on va quand même réviser un tout petit peu nos clichés ou nos connaissances sur l'Italie. Je me suis amusé à faire un abécédaire de l'Italie, en fait, et je vais mettre à contribution Fabiola, Chantal et Nicolas qui l'ignorent totalement. Donc Chantal et Nicolas, mettez votre micro parce que vous allez pouvoir entrer en compétition avec Fabiola. Je vous donne une lettre. Et alors, exemple, j'ai commencé par A. A, ça peut être Arlequin, Armani, Agnelli, Amaretto. Enfin, il y a plein de choses. Et on va voir si vous êtes capable de trouver les autres lettres. Très honnêtement, il y en a trois que je n'ai pas trouvées moi-même. Et donc, il faudra qu'on mette tout le monde à contribution. On commence, on ne va pas toutes les faire au début, on en refera un petit peu plus ensuite. Alors, si on est sur un cliché, on a un point, et si on est sur quelque chose d'un petit peu plus fin et moins connu, on peut même avoir 2 points. Donc, alors, A comme amaretto, si on ne sait pas ce que c'est, ben on peut expliquer. B, qui va nous trouver le B de l'abécédaire de l'Italie? Basilico. Gagné! Ah, ça ne pouvait pas manquer. Nicolas a gagné, mais il y avait aussi le bel paese, Il bacio Perugina. Boni, I baci Perugina. Bacio Perugina. Barolo, Oh, Bellaccio et bien d'autres, et les Bersalieri, mais ça, ah, sì, voilà. sì, C'est, Pardon? c'est, sì. Cantuccio. I cantuccini? ah, pas mal. Alors, il y avait Cappuccino, Caruso, Capri, Casanova, Colisée, Ah,
Calzone. Fita, Conte, Paolo, évidemment, et Colomb, Christophe, évidemment, Génois, D. Et comme... C'est compliqué, hein? Oui, c'est Ah, compliqué. c'est compliqué, moi j'ai un peu révisé, hein. Ah, si, si, Mais toi, tu si. savais, ouais, donc c'est différent. Oui. Qui va nous trouver le D? Le D, le plus connu des littérateurs d'Italie. Il y en a qui Dante Alighieri, no? Dante, dai, Dante. Dante, Évidemment, bien sûr. Dante, mais la Ah, Dolce tu disais. Vita. Dolce Vita. Sì. Eh ben, De André, qu'on a entendu tout à Ah l'heure, oui. le fameux Frizio. chanteur ligure. Ducati pour les motards. Ah oui, oui, Et oui. Danilo Dolci, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est quelqu'un de très intéressant sur lequel on pourra revenir éventuellement. Allez, on en fait encore deux, trois, et puis on mettra le public à contribution après. E. Eleganza. Ah. Eleganza. Qui en trouve d'autres? Ecco. Ah ouais. Ecco, Umberto. Echo avec un C et Echo avec deux. Hein, évidemment. Ouais, oui, oui. Umberto Eco, c'est évident. Alors, il y avait Henry De Luca, Ah. le fameux Italy. Hein, Ah, Italie, oui. voilà. Ah oui, Italie, c'est sûr. Et puis, les amis, vous avez quand même oublié Ettore Scolla. Allez, encore un F, et cette fois-ci, c'est vraiment facile. Ferrari. Fusilli. Gagné. Fiat, Ferrari, Fotocopie. Ferrero, Forza Ferrero. Italia, Focaccia, il y en a plein. Focaccia, plein. G, à vous, G. Eh bien, Gentileschi, Artemisia Ah. Gentileschi. Giovanni Verga, si tu nous coinces sur la littérature. Giovanni Verga. Bon, il y avait plus facile, hein. Il y avait Giotto. 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 Gorgonzola. Et à qui doit-on l'unification de l'Italie, les amis? Garibaldi. Garibaldi. Bon, et Nicolas, qu'est-ce qu'on fait de beau à Turin avec de la noisette? Gianduiotti. Gianduia. Et qui est-ce qui s'est fait sacrément ennuyer pour avoir montré que la science était plus importante que l'Église dans l'histoire de l'Italie? Galileo. Oui. Et Gênes, et Gramsci, et Grillo, enfin bon, il y en avait. Ah oui, oui, oui. Allez, le dernier, j'ai tellement galéré pour le trouver. Ah oui. H, est-ce que vous allez trouver H? H come normalmente hôtel, è una parola inglese, c'est mot anglais, mais Il n'y en a pas beaucoup. aussi, Hein. il n'y en a pas beaucoup. No, Est-ce que le public a une idée? Attends, non, Aida, non. Un superbe site, un site antique. Herculanum. Et ben voilà, oh là là. Ah oui. Bon, je sens que Nicolas est. Oh, mais attends, tu le mets pas, tu l'écris bien Hercolano, tu le mets pas en H. Oui, voilà, on pense pas les Alors, orthographes. avant de... Hercolano, non lo scrivi con la H, oh. Bon, les amis, vous vous tenez prêts parce que tout à l'heure, vous en aurez une deuxième salve. Oui, mais toi, tu as triché, tu as déjà tout Capable trouvé. d'aller jusqu'à la lettre Z, un petit peu plus loin. Dis donc, Fabiola, avant qu'on commence par ton propos, dis-nous en ce moment, est-ce qu'on peut y aller en Italie ou pas? Bien sûr que oui. Oui, 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 bien sûr, oui, oui. Bien sûr, tu as le test. Et Les là, tests. comment passe-t-on la frontière alors, à l'heure actuelle? Alors moi, je l'ai passé en janvier, j'ai eu aucun contrôle pour être vraiment sincère. En avion, c'est un peu plus compliqué, j'imagine. Mais en voiture, par les Fréjus, si vraiment il y a des contrôles, il faut présenter les tests négatifs. C'est tout. C'est le retour qui est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ah, le retour est plus compliqué parce que, évidemment, vous avez tous compris que nous sommes encore dans la partie où Unifpop est en distanciel et que dès que nous pourrons recommencer en présentiel, et ça recommence d'ailleurs la semaine prochaine avec les Kalawaya, la librairie des Bauges, eh bien, un jour, on se fera une balade en Italie et peut-être qu'on la fera avec quelques-uns d'entre vous. En tout cas, on ira certainement
dans un premier temps pas très loin à Turin et puis peut-être un jour au-delà. Alors, dis donc Fabiola, tu nous as préparé un certain nombre de points qui te paraissent des points intéressants sur l'Italie et on a promis qu'on ne parlerait pas de pizza, qu'on ne parlera pas de bel canto, qu'on ne parlera pas de sole mio ou de soleil magnifique, etc., mais d'une Italie un petit peu moins connue. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous faire découvrir? Eh bien, on a envie de voyager, hein, ces moments, parce qu'on a été tellement enfermés. Eh bien, j'aimerais partir en voyage avec vous, mais pas toujours les endroits qu'on connaît, les villes d'art, Venise, les Cinque Terre. Mais j'aimerais bien vous faire découvrir l'Italie du mythe. Les mythes en Italie, notamment, vous pensez à Ulysse, qui a fait plusieurs étapes dans son voyage de retour à Ithaca. Et donc, il s'est arrêté dans un endroit magnifique qui n'est pas loin de Rome, là où la ville où je suis née, que je connais très bien, et que c'est il Circeo, la maga Circe. Donc, c'est là qu'il a connu cette magicienne qui essayait d'ensorceler ses copains. Et lui, il était protégé, donc il n'a pas subi son enchantement. Et au contraire, il y a une histoire d'amour magnifique. Bon, voilà, il y a toute l'histoire du mythe. Mais l'endroit, San Felice Circeo, c'est un endroit magnifique. À côté, il y a un village qui s'appelle Sperlonga. Il est classé parmi les plus beaux villages d'Italie. Et il y avait la villa des Tiberius. Je prononce bien l'empereur. Tout à fait. Tiberius. Donc, il y a un musée extraordinaire avec les complexes, les statues qu'on a retrouvées dans cette villa. Excusez-moi, il y a le soleil qui arrive. Et donc voilà, c'est toute une partie, une côte à sud de Rome qui n'est pas très connue et qui est vraiment très, très riche en patrimoine. Et ne parlons pas du côté naturel. Et il y a la mer qui est classée, elle est très, très propre, c'est pas très touristique. Et comment on fait pour aller là-bas? Alors, on va jusqu'à Rome, on prend... Alors, c'est très facile parce que, oui, alors, par l'autoroute, on est sur l'autoroute Rome-Naples. Après, il y a la sortie d'autoroute. On n'est pas loin aussi de l'abbaye des Monte Cassino, qui est extraordinaire à visiter. Vous savez bien l'histoire des Monte Cassino qui a été détruite par les bombardements américains pendant la Deuxième Guerre mondiale et a été reconstruite à l'identique. Donc, il y a déjà une étape là à faire très intéressante. Et après, on continue vers la côte. Donc, on est sous la mer Tyrrhénienne, bien sûr. Oui, on est dans la province de Latina. Et on n'est pas loin aussi de là, en fait, c'est à partir de là qu'on commence aussi la production de la mozzarella di bufala. Nicolas devait bien connaître ça, la bouflone, la mozzarella di buflone. On est déjà dans la zone des Formia et donc Terracina, et on trouve déjà les mozzarella di bufala. Formidable, ça nous donne déjà envie de voyager, dis donc. Alors, je pense qu'on pourra... Et comment on se loge là-bas? Est-ce qu'il faut prévoir très à l'avance ou est-ce qu'on peut tout simplement y aller, essayer de trouver quelque chose sur place? Alors, il y a beaucoup de ce qu'on appelle agritourisme, c'est-à-dire ces maisons un petit peu à la campagne qui font chambre d'hôte. Hein. Donc, il y en a beaucoup d'agritourisme. Et je ne pense pas que c'est très difficile, surtout en ces moments où il n'y a pas vraiment beaucoup de touristes. Et donc, si on s'est un petit peu à l'avance, c'est facile. Et aussi, San Felice Circeo, il y a énormément de résidences, d'appartements. Parce que c'est là où ils vont les Romains en vacances aussi. Formidable. Écoute, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on t'entend toujours, Fabiola? Parce que je vois que ça vient de basculer sur quelqu'un d'autre, mais tu nous entends bien?
Oui, très bien. Formidable, très bien. Est-ce que tu as envie de continuer toi-même ou est-ce que tu veux qu'on passe la parole à quelqu'un d'autre pour une autre idée ou est-ce On que... passe à la parole, là, bien sûr. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu as envie, toi, de nous faire connaître de l'Italie qu'on connaît moins ou peut-être vu de ta part? Alors, je présente Nicolas rapidement. Nicolas, c'est quelqu'un qu'on ne présente pas en fait dans la région d'Albertville parce que tout simplement, les gens ont bien compris que Luparossa, c'était l'endroit, un petit peu la petite ambassade d'Italie à Albertville, où on a la possibilité de trouver tout un tas de produits qui nous font rêver, qui nous font aimer l'Italie. Et Nicolas, alors qu'est-ce que tu aimerais, toi, de quoi aimerais-tu nous parler? Alors, buonasera a tutti. Alors, pour commencer, moi, je vais vous parler de quelque chose que j'ai dans la main, vous voyez. Je vous souhaite un bon aperitivo à tutti, hein. Donc, je suis en train de déguster un excellent vin de Sicile en votre compagnie. Le sacro-saint cépage qui est le plus connu en Sicile, c'est Nero d'Avola. Et je déguste un vin de la famille Planeta qui a sorti une cuvée qui s'appelle Cerasuolo di Vittoria. Vittoria, c'est une ville qui se trouve sur la côte sud de la Sicile. Et la particularité de ce cépage, de cette cuvée, pardon, c'est d'associer au Nero d'Avola un autre cépage qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle le Frappato, qui est un cépage qui est un peu plus salin, qui va amener un peu plus de tempérament, de chaleur à ce vin et que je vous préconise sur des grillades, par exemple. Donc, voilà, c'est pas un vin qui est très connu, mais je commence par ça. Tu nous fais rêver déjà. Après, je vais rebondir sur ce que racontait Fabiola, parce que c'est une histoire délicieuse, celle de Cicciao. Moi, je connais pas beaucoup, mais je connais un petit peu plus au sud. Il y a Gaeta, et la spécialité de Gaeta sont les olives. Il y a pas mal d'olives qui se font là-bas. Ce sont des spécialités, on appelle les olives Gaeta, des petites olives. Normalement, à Naples, on utilise Gaeta pour mettre sur les pizzas. Et puis, je vais continuer sur la côte napolitaine pour aller du côté de Battipaglia, puisqu'on a parlé de la mozzarella di bufala. Juste un instant, Nicolas, il faut que je demande à quelqu'un qui s'appelle iPhone de bien vouloir couper son micro, ça serait bien. Et tu peux continuer à nous faire rêver, vas-y, je t'en prie. Okay. Je continue du côté de Battipaglia, puisque tout le monde connaît dans la région de la Campanie la mozzarella di bufala. Il y a une DOP sur cette production. Et donc, la ville de Battipaglia, c'est bien au sud, hein. C'est bien au sud de Salerno. C'est un coin qui est vraiment très sauvage, très reculé. Il y a énormément de marécages. Et c'est un coin génial pour les bouflonnes, pour qu'elles puissent évoluer tranquillement, on va dire, parce qu'elles ont besoin de ces terres qui sont à mi-chemin entre la terre dure et la mer. C'est un peu boueux. Et en fait, à Battipaglia, on a créé une sorte de mozzarella qui est bien plus grosse, qui s'appelle la zizzona. Et en fait, la zizzona, c'est en dialecte napolitain, ça veut dire la mamelle. Donc, en fait, on va sortir une mozzarella énorme qui va faire 1 kilo en forme de téton de femme. Et je pense que vous imaginez le lien avec l'aspect maternel du produit. C'est extrêmement laiteux. Donc, c'est une mozzarella partagée à plusieurs. Dès lors qu'elle est ouverte, eh bien, le lait se répand de partout. Donc, il faut prévoir non seulement l'espace, mais les récipients pour pas que ça tombe. Et voilà, c'est une manière très délicieuse de déguster une mozzarella. Merci Nicolas. Chantal, est-ce que ça te tente de prendre la parole avant Fabiola ou est-ce qu'on passe la parole à Fabiola? C'est comme tu veux. Eh bien, écoute, non, moi je veux bien prendre la parole pour parler de 2 autres endroits d'Italie. Donc, puisque ma famille, ma mère est originaire de Sardaigne, donc on remonte un petit peu par rapport à tout ça. C'est à la frontière entre la Toscane et la Ligurie. Donc, parler d'un endroit effectivement où on ne connaît pas beaucoup, la Lunigiana, hein, avec Cluny, avec des fouilles qui se font là et des sites romains qui sont assez exceptionnels, avec tout l'arrière-pays, Carrara,
et toutes ses spécialités gastronomiques, sans parler du marbre que Michel-Ange voulait sculpter. Dans cet endroit, on a bien évidemment les villes de Toscane, mais très connues. Il y en a une qui est un véritable bijou, c'est Livorno, un peu plus au sud, la Maremma aussi. Donc tout ça dans un rayon au sud de Sardane, on va dire de 250 km, c'est pas très loin. On laisse les Cinque Terre, puisqu'on a dit que c'était peut-être un peu trop battu et rebattu, mais c'est quand même un très très bel endroit. On peut leur dire qu'un des plus beaux coins des Cinque Terre, c'est Corniglia quand même. Corniglia, mais bon, il y a Corniglia, mais on a plein d'autres, tu as Porto Venere, tu as des choses assez... voilà. Et puis un autre endroit, moi que j'aime aussi beaucoup, puisque j'ai des oncles qui vivent, et c'est là où enfant j'ai appris l'italien, c'est le Monferrato, c'est la région d'Asti. Et une région que j'aime beaucoup, c'est les Langhe. Justement, tu parlais de Ferrero, de la Nutella. Ce sont de très, très, très belles collines, le pays de Cesare Pavese. Et voilà, des endroits peut-être un peu moins connus, mais qui méritent gastronomiquement, historiquement, d'un point de vue littéraire aussi, qu'on s'y attarde, qu'on s'y promène, avec beaucoup d'agritourisme, des routes en dehors, des grandes autoroutes, de très, très beaux endroits. Ben écoute, super voilà. Chantal, et j'ai oublié de te présenter. Chantal est une des membres du conseil d'administration du NIFPOP, l'Université populaire. Elle a plein d'autres casquettes. Elle est également, donc, elle était professeure agrégée d'italien. Et puis, elle a des casquettes puisqu'elle s'est engagée également dans la vie publique. On en parlera peut-être un jour. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'elle est une spécialiste de Machiavel. Et que oui. un jour, en présentiel, nous aurons une conférence sur Machiavel et sur l'actualité de Machiavel avec elle et un autre membre de l'INIFOP qui s'appelle Yves. Voilà. Merci à toi, Chantal. Fabiola, on te passe le micro. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup la littérature. Est-ce que tu aurais un coup de cœur littéraire à nous faire découvrir? Nous en aurons, hein, rassure-toi les uns et les autres si tu n'en avais pas, mais est-ce que tu souhaiterais nous faire découvrir quelque chose dans les domaines de la littérature? Oui, oui, oui. C'est vraiment ma passion, la littérature italienne contemporaine, parce que ça permet vraiment de se rendre compte de l'évolution de l'Italie contemporaine. On a comme un miroir de la société, et pour nous, qu'on vit à l'étranger, voilà, c'est comme un miroir justement de la société qui évolue. Mais j'ai un coup de cœur pour un livre qui n'est pas du tout dans le réalisme, dans la société d'aujourd'hui, mais c'est un livre qu'on dirait presque des science-fiction, qui a été traduit il n'y a pas longtemps en français et qui s'appelle Sirène. Alors, c'est Sirène de Laura Pugno. Donc Sirene. Il est sorti en italien en 2007. Il a été traduit par une maison d'édition suisse il y a pas longtemps. Hein. Donc Laura Pugno, c'est un auteur qui n'est pas très connu, mais c'est une femme qui a été la directrice de l'Institut italien de culture de Madrid, une femme qui est interprète, qui connaît beaucoup de langues et qui a écrit ses romans sous des sirènes qui ne sont pas les sirènes qu'on connaît d'habitude avec ces êtres magnifiques qui habitent dans les mers. On connaît la fable de la petite sirène. Eh bien non, ce sont des sirènes différentes parce que le monde a changé. On est dans un futur proche où les soleils causent une maladie. Donc, c'est un peu dark comme livre, mais qui anticipe beaucoup les climats qu'on a vécu cette année et l'année passée avec ces changements malheureusement dus à cette pandémie qui a transformé nos vies. Et donc, c'est un livre qui m'a touché beaucoup, où l'élément eau est très présent et voilà, où évoluent les personnages. On appelle ça un roman dystopique.
Mais tu pourras peut-être nous mettre la référence sur le compte sûr. Facebook, ça sera une bonne idée pour qu'on puisse notamment essayer de l'avoir et puis on le commandera à la médiathèque d'Albertville. Justement, reparlant littérature et reparlant pandémie, tu as noté qu'un grand écrivain d'aujourd'hui, Paolo Giordano, a écrit quelque chose de très intéressant sur les vaccins. Est-ce que tu l'as lu celui-là ou pas? Non, non. J'ai lu les premiers qu'il avait écrits au moment vraiment même de la pandémie et c'était Contagion. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Contagion, bien sûr. Ça, ben oui, alors on n'était pas encore au vaccin. Hein, c'était vraiment les premiers mois sont ressentis. Alors, Paolo Giordano, c'est un écrivain italien de Turin, mais qui a une formation scientifique. Hein. Donc, à la base, c'est un chercheur en physique. Et donc, il a un regard un petit peu comme Italo Calvino. Il a une approche assez comme ça d'observateur des choses. Et donc, comment? Non. Est-ce que Jean-Pierre pourrait se déconnecter? En tout cas, Jean-Pierre ne doit pas mettre son micro. Merci Jean-Pierre. Je l'ai, mais pas, moi je l'ai, c'est bon. Ah, voilà. Je les ai désactivés. Voilà, merci. Voilà. Et donc, voilà, je vous disais que Paolo Giordano, pendant les premiers mois de la pandémie, il a eu un regard très lucide sur ce qui s'est en train de se passer. Et donc, il a publié un petit livre qui est Il Contagio en italien, qui a été traduit il a paru dans les journaux Le Monde, en accès libre en français, et qui, voilà, ça nous fait réfléchir un petit peu sur les dangers. Au début, on ne se rendait pas compte. Hein. C'est vrai que l'Italie a été frappée, c'était les premiers pays en Europe qui a vraiment subi les effets de la pandémie. Et nous, on était en France, on disait, bon, on est tranquille, ça ne va pas arriver jusqu'à chez nous. Et en fait, c'était vraiment comme une vague qui, par la suite, nous a touchés. Et si j'en parle, notamment Fabiola, c'est parce que je me suis laissé dire qu'il devait venir en Savoie et que celle qui, normalement, aurait dû l'accompagner pour traduire, c'était peut-être toi, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Oui. Alors, si j'en parle aussi, c'est parce que c'est être le fait d'être un scientifique, c'est aussi un romancier, et un romancier très intéressant. Et je crois que tu avais un livre à nous recommander de lui en ce qui concerne les romans. Oui, bien sûr, Paolo Giordano. Alors, les derniers, c'est Divorare il cielo, Dévorer les ciels, donc, qui a été traduit aussi en français. Alors, Divorare il cielo, c'est un peu, c'est l'histoire des trois amis. Et donc, c'est un portrait de ma génération. Hein. Donc, c'est une génération qui se cherche. Et qu'on n'a pas de repères, donc on cherche des valeurs, et donc on s'interroge beaucoup sur la place de l'écologie justement. C'est un roman qui est les décors choisis, c'est les Pouilles. Vous savez que dans les Pouilles, il y a eu cette maladie qui a frappé les oliviers. Et donc, les protagonistes du roman, ils militent pour sauver ces oliviers. Donc voilà, il y a cette génération-là, et après il a écrit aussi d'autres livres avant que j'ai étudiés. Maintenant les titres. Est-ce que c'est lui qui a fait le livre sur le Sud Tyrol, Resto Qui, non? Non. C'est Marco Balzano. Ah oui, d'accord, je confondais. Il m'a prêté, ouais. Resto Qui. Ce sera aussi quelqu'un dont on pourra parler parce que le Sud Tyrol est aussi un point méconnu, un coin germanophone de l'Italie, enfin partiellement germanophone, dont on pourra éventuellement parler ultérieurement. Bien sûr, oui. Bah, écoute, merci Nicolas, on te passe peut-être la parole à toi. Est-ce que tu as envie de nous faire découvrir quelque chose d'autre? Oui, je vais vous parler d'autre chose très intéressant, vous allez voir pourquoi. Bon, vous savez, moi je suis d'origine franco-italienne, je suis né à Albertville, mais la moitié de ma famille est en Italie.
Et je vends en ce moment un produit très, très spécifique. C'est, en fait, je vais vous emmener dans le delta du Pô, dans la ville de Comacchio. Donc, c'est vraiment un coin qui est très peu connu en général. On est dans la lagune, c'est une impression de bout du monde. Et il subsiste à cet endroit une pêcherie d'anguilles sauvages. Il faut savoir qu'en 1850, il y avait une cinquantaine de pêcheries qui existaient à cet endroit-là. Il n'en reste plus qu'une seule. Elle a la particularité déjà de pêcher des anguilles sauvages, mais en plus de les préparer d'une manière très spécifique, qui est la même depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que dans leur fabrique, il y a ce qu'on appelle la salle des feux. Donc, on va faire des grands feux. Et lorsque l'on aura pêché les anguilles, on va les suspendre sur des épées, puisque au temps médiéval, on utilisait des épées. Et la manière est donc restée jusqu'à nos jours. Et donc, on va embrocher les anguilles et les faire griller pour ensuite les faire conserver dans du vinaigre avec du laurier. Et elles arrivent jusqu'à Albertville chez Luparosa Così. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement ça, c'est surtout la manière de les pêcher, parce qu'il y a des conditions sine qua non pour que la pêche réussisse. D'abord, il faut qu'il y ait la pleine lune. Ensuite, il faut qu'il y ait une marée haute. Et ensuite, en même temps, il faut qu'il y ait la borra. Qu'est-ce que c'est la borra? C'est le vent du nord qui vient de la frontière autrichienne. Et il n'y a pas beaucoup de moments dans l'année où ces trois conditions sont réunies. C'est en général entre septembre et décembre qu'on arrive à faire les meilleures pêches. Alors, pourquoi je vous ai fait le lien avec la France au départ? C'est parce que mon papa, qui lui est d'originaire angevine, on va dire, sud de Nantes, enfin, le nord du fleuve de la Loire, m'a dit, moi, quand j'étais petit, moi, j'ai toujours entendu qu'on pêchait les écrevisses et l'anguille dans la Loire. Eh bien, figurez-vous que, bon, d'une part, ce n'est pas la même manière de pêcher. La manière de pêcher les anguilles, en fait, elle s'apparente avec le delta du Pô, avec le delta du Danube, parce que l'orientation géographique des fleuves sont les mêmes. Dans la Loire, comme le fleuve regarde l'océan Atlantique, en fait, il y a beaucoup moins de problématiques à respecter pour obtenir des pêches convenables, on va dire. Eh bien, formidable. Écoute, voilà. Merci de nous parler d'une région moins connue, parce que c'est vrai qu'on en parlait ensemble. Un certain nombre d'entre nous traversent les Alpes et puis vont à Turin. Et puis après, on a tendance à négliger une partie du paysage pour se retrouver le plus possible, soit sur la côte, soit dans les montagnes. Et donc, la prochaine fois, il faudra qu'on s'arrête dans la plaine du Pô. Et d'ailleurs, il y a d'autres endroits dans la plaine du Pô. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller d'autre au même endroit ou... Alors, moi, je pense qu'il y a un endroit qui est magnifique, c'est Ferrara. C'est vraiment une ville magique avec une cité médiévale qui est à proximité de l'eau. On sent vraiment une ville qui a voulu assiéger la lagune, qui a voulu contrôler dans le temps les impacts du fleuve avec ses alluvions, avec les inondations répétées qui pouvaient se faire à cet endroit-là. Et ça me fait penser à autre chose auquel j'ai pas fait allusion, c'est l'esturgeon, parce qu'il y a une vraie école de l'esturgeon dans le Pô, et il y a même eu des guerres entre le palais des Doges de Venezia et le comté de Ferrara pour le contrôle des sorties du fleuve et la pêche de ces poissons qui, des temps médiévaux, étaient déjà très recherchés, très prisés. Écoute, super. Alors, Nicolas, je vais faire une petite incise avant de passer la parole à Chantal. J'ai fait un peu le boulot aussi pour préparer cet échange sur l'Italie et je vous ai réservé quelques pépites, mais une des pépites, je l'ai ici. C'est impossible de ne pas trouver, de ne pas avoir ce livre si on aime l'Italie. C'est le « On va déguster l'Italie » de François-Régis Daudry, qui est le journaliste bien connu qui officie à France Inter dans « On va déguster ». Et c'est beaucoup plus qu'un livre de cuisine, c'est une encyclopédie de l'Italie.
Et c'est une encyclopédie qui part effectivement de la nourriture, mais pour aller vers la musique, la littérature, la géographie, etc. Donc, je vous le conseille. J'aurai comme ça 5, 6 choses à vous conseiller au cours de la soirée. Et ne vous en privez pas, chers amis, vous pouvez faire pareil. Oui. Moi, c'est mon livre de chevet, il est fantastique. Ben, écoute, très bien. Chantal, est-ce que tu as envie de reprendre la parole ou est-ce qu'on la repasse à Fabiola? Bah, écoute, Eric, moi, je vous prie de m'excuser, mais je vais devoir quitter la réunion. Mais il n'y a pas de Ça a été problème. un très, très bon moment et continuez bien. Mais on sait que tu es très Merci, occupée. merci Chantal. Et par contre, on t'interrogera sur Machiavel la prochaine Pas fois. de souci, À je me bientôt. prépare. Voilà, très belle soirée Fabiola, à vous. donc, Fabiola, Merci. la parole est à toi à nouveau. Vas-y. Oui, très bien. Alors moi, je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit par Nicolas, parce qu'il a parlé d'anguille, il a parlé du delta du Pô, et donc j'avais envie de vous faire connaître un livre extraordinaire qui a été aussi lauréat du Festival du premier roman des Chambéry il y a quelques années. Et dont l'auteur, devinez-vous, c'est l'actuel ministre de la Culture italien, Dario Franceschini. Alors, Dario Franceschini, il est venu en Savoie grâce à sa traductrice, parce que le livre a été traduit par une grande traductrice qui vit en Savoie et qui s'est battue pour le faire connaître. Et donc, il est venu en Chambéry. Et c'est extraordinaire parce que personne ne savait que c'était le ministre de la Culture italien. Donc, j'étais à cette rencontre, à la présentation de son deuxième livre, parce qu'il y a aussi son deuxième qui a été traduit, et on était quelques dizaines de personnes, donc on a pu l'approcher. Mais les livres en question, son premier livre extraordinaire qui parle du Pô, donc, c'est l'histoire vraiment, c'est une histoire assez poétique qui s'est le long du Pô. Donc, on parle des anguilles aussi, de la pêche sous les Pôs. Alors, je vous dis les titres, c'est Dans l'Éden, ce fleuve d'argent. Pour ces livres, on parle des réalismes magiques. Et la traductrice, je tiens beaucoup à vous la présenter, c'est Chantal Noiroux. Et c'est quelqu'un vraiment qui a une connaissance du métier extraordinaire. Si vous avez la possibilité de l'inviter aussi, parce que c'est quelqu'un de très préparé et qui a traduit beaucoup d'autres livres. Et donc, voilà, je vais vous raconter. C'est le ministre de la Culture actuel de l'Italie. Actuel. Est-ce que son rôle est à peu près le même que celui qu'aurait un ministre de la Culture en France ou... Exactement, c'est le ministre de la Culture en France, oui. Mais je crois que le patrimoine joue dans la politique culturelle italienne un rôle plus important encore qu'en France, me semble-t-il. Bien sûr, bien sûr. Et notamment avec l'aide de l'Europe, pensez au site des Pompéi et la transformation extraordinaire qu'il y a eu grâce aux aides de l'Europe qui ont été finalement bien utilisées pour découvrir des quartiers entiers des Pompéi qu'on ne connaissait pas. Dernièrement, il y a une grande découverte aussi, je reviens à San Felice Circeo. Là, c'est vraiment de ces jours-ci, j'ai lu qu'il y a eu la découverte d'une grotte avec des restes de l'homme de Néandertal. Et donc, cette découverte, justement, a été présentée par Dario Franceschini, les ministres actuels de la culture italienne. Merci. Parmi les choses que j'avais envie de faire connaître ce soir à nos amis, à travers la conversation qui est la nôtre, il y a un film. Il y a un film tout à fait extraordinaire. Alors, des films italiens, on pourrait en citer des vingtaines. Il y en a un qui me semble absolument indispensable à voir, même si il n'est pas à ce point-là connu. Est-ce que soit Fabiola, soit Nicolas le connaissent et voudraient en dire un petit mot? Ah oui, La Meglio Gioventù. Je connais pas. Peut-être que je laisse Nicolas. Nicolas ne connaît pas? Non. Alors, Fabiola, oui. Fais-le, sinon je le ferai, vas-y.
Ok, ok. Alors, La meglio gioventù, c'est un film, le réalisateur s'appelle Marco Tullio Giordana il dure 5 heures. Mais Il y en a deux, hein, ça il y en a dépend. deux, et elle se trouve à la médiathèque d'Albertville, c'est pour ça que, enfin, celles-là sont les miennes, mais vous pouvez le prendre à la médiathèque d'Albertville également. Oui, c'est un livre qui retrace les dernières, allez, on va dire, des années 70, non, les années 60, l'Italie des années 60 à aujourd'hui, à travers l'histoire d'une famille. Donc, après, Eric, je te laisserai la parole si tu veux pour détailler un petit peu tous les événements qui parcourent les films. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que, comme le disait Fabiola, c'est un moyen très agréable pour se rafraîchir la mémoire depuis les années 60 et avec tout un tas d'épisodes qui sont des épisodes importants qui ont émaillé l'histoire de l'Italie. Toutes les questions de lutte contre la mafia, toutes les questions de mai 68, toutes les années de plomb et les années du terrorisme en Italie. Et c'est un film qui, en plus, est un film d'une très grande sensibilité, avec des personnages merveilleux. On passe un bon moment et pas seulement un moment où on peut apprendre des choses. Donc vraiment, je vous le conseille sans hésiter. Mais je vais repasser la parole à Nicolas. Nicolas, est-ce que tu as envie de nous emmener ailleurs ou dans un autre goût que tu as à nous proposer? Allez, avec plaisir. Vous savez, moi, je peux faire ça toute la nuit si vous voulez. Nous Alors, aussi. je vais quand même rebondir sur ce qu'a dit Chantal avant de partir, puisqu'elle disait qu'elle était de Sartane avec les fouilles romaines. Je vous rappelle qu'à proximité, il y a Carrara et à côté, il y a surtout Colonnata, qui est en fait un petit village dans lequel il y a un lard incontournable. Et je vous glisse une petite info. À partir de la fin de l'année, il va y avoir un produit qui est fait là-bas, de derrière les fagots, et il sera en vente chez Lupa Rossa. J'ai trouvé un producteur qui a gagné le prix Gambero Rosso avec sa production. Donc, je ne sais pas si, je pense que Fabiola connaît, Gambero Rosso, c'est l'équivalent, entre guillemets, du meilleur ouvrier de France, mais côté italien. Il y a un vrai talent derrière. Il n'y a pas qu'une qualité de produit, il y a un savoir-faire. Donc ça, c'est la première chose. Parle-nous du lard, c'est un sujet qui m'est cher, mais si je comprends bien, le lard italien, c'est quand même pas tout à fait la même chose que ce qu'on met dans la quiche lorraine. Si j'ai bien vu, la couche de graisse est particulièrement épaisse et donc on la coupe fine, c'est ça? Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Colonnata, c'est la manière d'affiner qui va faire que le produit est exceptionnel. Très sincèrement, que ce soit en Italie ou ailleurs, je ne connais pas d'autre endroit au monde où on travaille le lard de cette manière. Donc, on va utiliser des sortes de conques de marbre de Carrara pour vraiment faire les affinages. On va placer les pièces de lard à l'intérieur et on va appuyer très fort avec des plaques de marbre dessus. Et en fait, on va affiner les pièces avec du sel de mer, quelques épices, rien de plus. Et ensuite, c'est le temps qui va parler. En fait, le lard va se confire en lui-même. C'est pour cette raison qu'il va blanchir. Et nous, ensuite, en épicerie italienne, c'est-à-dire où on est capable de couper à l'italienne, on va couper extrêmement fin de manière à ce que le lard soit un voile qui fond sur la langue et que ainsi explose en bouche tous les arômes. C'est magnifique. Très bien. Voilà. Tu veux repasser la parole à Fabiola ou Oui. Bon. Je voulais juste finir juste une chose avec Asti, parce que Chantal nous a parlé d'Asti. Dans la région d'Asti, il y a une spécialité qui est très rigolote parce que ça marche super bien dans le Piémont, c'est peu connu en France. C'est la pasta di meliga. C'est vraiment quelque chose qui est fait à base de… Alors, on va utiliser du blé, mais il y a beaucoup de maïs. Et on fait beaucoup de biscottes, de biscuiteries, de petites pâtisseries, des petits gâteaux. C'est vraiment le coin où on fait ça. Moi, je travaille avec un pâtissier, il en fait un petit peu. C'est très rigolo, c'est disponible toute l'année. Voilà, je m'arrête. Fabiola, c'est à toi. Et quand tu le souhaiteras, d'ailleurs, moi, j'aurai des questions à te poser aussi avant que le public le fasse. Et Henri-Georges voulait parler. On va te laisser la parole dans une dizaine de minutes, Henri-Georges. D'accord? Ah ben vas-y. Ah,
Non, c'était ponctuel. Simplement, je vois que Eric et Nicolas viennent de tailler un bout de gras. Oui, et on n'a pas fini. À toi, Fabiola. Oui, ben, moi, Nicolas m'a inspiré avec son art des colonnades. Et c'est vrai que c'est une. Hop là. Yolande, il faut que tu désactives ton son. Voilà. Voilà. Et donc, je l'ai visité il n'y a pas longtemps, Colonnade. Et c'est extraordinaire parce qu'en descendant de la montagne, donc on est dans les Alpes apuane, on rencontre un village qui s'appelle Pietrasanta. Alors, Pietrasanta, c'est un village qui est une expo en soi-même. C'est un village consacré aux expositions d'art contemporaine. Et donc, il y a des galeries partout. Et la place de ces villages, village médiéval, vraiment très harmonieux avec son église et tout, il y a des statues, il y avait une exposition temporaire qui s'est passée là. Donc, il y avait une terrasse, on pouvait boire son spritz. Alors là, je suis un peu dans les clichés, je sais, mais on pouvait boire son spritz en regardant les expositions qui étaient sur place. Donc, ça m'avait vraiment frappé. Ben, écoute, formidable. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être, je vais vous poser à tous les deux, en fait, un certain nombre de questions, et j'ai essayé d'y répondre moi-même sur les... Si vous deviez choisir, allez, un livre qui vous parle de l'Italie et que les autres ne connaissent pas, est-ce que, ou un livre que vous conseillez, quel serait-il? Et je vais vous demander la même chose pour un film, une musique, etc., etc. Allez, un livre, est-ce que vous en avez un? C'est compliqué. Un livre pour découvrir l'Italie. Alors. Sinon, j'ai fait un peu le travail, je te disais. Voilà. Ah. Ce livre c'est celui que s'appelle je voulais dire. Commissario Montalbano. Non, non, non. Ben, on parlera de Montalbano après, mais celui-là est peut-être un tout petit peu plus sérieux. Il s'appelle La lingua batte dove il dente duole. Hein, la langue touche là où la dent fait mal. Et ce que je trouve très intéressant dans ce livre, qu'on trouve d'ailleurs en version française, on vous le mettra sur les réseaux sociaux et sur le site internet, c'est le rapport qu'il y a entre la langue italienne et ses dialectes. Et ce livre qui a été écrit par Tullio De Mauro, qui, si je ne me trompe pas, doit être un linguiste important, et Andrea Camilleri, il a été ministre de l'Éducation, je crois, en Italie, me semble-t-il. Il me semble, je me souviens plus. Et ce livre-là, il explique en fait que si l'arbre, c'est la langue italienne, la sève, ce sont les dialectes, c'est-à-dire tout ce qui est parlé à droite et à gauche dans les différentes régions d'Italie. Est-ce que tu peux nous dire un mot éventuellement de ces dialectes italiens? Est-ce qu'ils ont un statut différent des dialectes et des variations de la langue française que nous connaissons, nous, en France? Oui, alors les dialectes existent toujours. Moi, je dis tout le temps que les dialectes, c'est pour la vie, comment dire, on a une vie sociale, une vie privée. Donc, dans notre vie privée en Italie, on parle encore en dialecte. Alors, c'est plus les dialectes purs qui parlaient nos grands-parents, mais au moins, c'est la langue régionale. Parce qu'après, il y a les dialectes et la langue régionale qui est influencée par les dialectes. Alors que quand on est dans une vie publique, on parle aujourd'hui italien. Parce qu'il y en a qui me demandent encore, mais est-ce qu'en Italie on parle en dialecte? Il y en a qui ne parlent pas encore italien. Non, tout le monde est avec l'école et avec aujourd'hui les médias qu'on a, tout le monde parle l'italien standard. Mais c'est vrai que les dialectes, c'est vraiment les racines de chacun de nous. Moi-même, avec ma famille, je suis au téléphone avec ma mère et mon frère, je parle les dialectes de mon village avant encore de parler la langue de Rome.
Donc, à 30 km de Rome, on parle un dialecte qui est complètement différent de la ville de Rome, par exemple. Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est seulement parce que l'unité italienne s'est faite plus tard, ou est-ce que c'est parce que le statut de la langue et le statut peut-être le côté académique est différent de celui que nous connaissons en France? Est-ce qu'il y a moins cet esprit napoléonien? Alors, disons que l'acquisition vraiment de l'italien moderne est très, très récente. Encore après la guerre, on ne parlait pas l'italien standard comme on connaît aujourd'hui. L'italien voilà, qu'on étudie dans les cours d'italien, l'école, etc. Il y a trois facteurs qui ont beaucoup compté. C'était l'école, c'est-à-dire l'effet d'avoir rendu après-guerre l'école obligatoire, et donc la riforma gentile. Après, c'était le rôle de la télé. La télévision en Italie a eu, dans les années 60, un rôle extraordinaire. Et après, l'autre, c'était les services militaires. Donc, ces trois facteurs ont contribué vraiment à diffuser l'italien moderne aujourd'hui. Donc, encore après-guerre, quelqu'un qui faisait son service militaire et rencontrait quelqu'un de la Sicile qui rencontrait quelqu'un de Venise, ils s'est parlé ensemble, ils ne se comprenaient pas. C'est exactement ça. ça. Nicolas. Nicolas, tu comprends les dialectes? Tu comprends le dialecte de ta famille ou pas? Oui, alors moi, je le comprends, mais malheureusement, je ne le parle pas parce qu'il est stretto. C'est vraiment le centre de la Sicile, Provincia di Enna, Enna Caltanissetta. C'est vraiment des coins où on parle des dialectes qui sont au carrefour. En fait, le dialecte que je comprends, c'est l'expression du carrefour historique de ce qu'est la Sicile dans le bassin méditerranéen. C'est-à-dire qu'on va retrouver des mots qui sont à consonance arabe et puis on va retrouver à côté des mots qui sont à consonance espagnole avec le témoignage du passage de la maison d'Aragon dans le royaume des deux Siciles. Et ces mots existent toujours de nos jours. Et pour corroborer, aller dans le sens de Fabiola, parce que je trouve son témoignage, il est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, dans ma famille, il y a des gens, je peux parler avec eux en sicilien, je ne peux pas parler en italien. Parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école. Ils ont toujours travaillé dans les champs, ils ont toujours travaillé, ils sont toujours restés dans le terroir de l'île, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas allés à Catania ou à Palermo. Ils sont restés vraiment dans le coin d'où ils sont et ils ne sont pas allés plus loin, quoi. Alors c'est très intéressant parce que c'est une des choses dont nous avons d'ailleurs parlé en traitant de la question des langues et des dialectes. En Inde, par exemple, on parle de backyard language et frontyard language, c'est-à-dire que on a la langue qu'on parle devant la maison et on a la langue qu'on parle derrière la maison et ça n'est pas la même et on peut très bien d'ailleurs en avoir plusieurs et elles peuvent avoir une honorabilité qui est la même, ce qui n'est pas toujours le cas en France. Alors, je souhaiterais peut-être, avant de donner la parole au public pour qu'on puisse avoir les échanges entre nous, vous recommander 2-3 autres documents. Il y a un écrivain qui est très connu en France pour un livre qui s'appelle Setta, la soie, qui est un livre extrêmement épuré, un petit peu comme l'auteur Christian Bobin français, mais il a écrit récemment un livre qui est tout à fait inattendu de la part d'un poète qu'il est, et ce livre s'appelle The Game, avec un nom anglais. C'est une histoire absolument extraordinaire des 20 dernières années en matière de technologie, de science et d'informatique. Et ce livre est un livre qui n'a pas vraiment son équivalent en français, que je recommande très chaleureusement. Et c'est un peu comme tout à l'heure, on disait que Paolo Giordano, qui est un romancier, avait également de fortes compétences scientifiques. Et ben, c'est la même chose pour Alessandro Baricco, qui est à la fois un poète, mais aussi quelqu'un qui nous apprend beaucoup de choses sur la technologie. Fabiola, pays méconnu, l'Italie comme pays de la technologie, tu voulais pas nous parler d'Olivetti? À un moment donné, allez, dis-nous quelques mots d'Olivetti. Oui. Allora, Adriano Olivetti. Adriano Olivetti avait une usine à Ivrea
Et vous connaissez la machine à écrire Olivetti. Oui, Vous avez oui, oui. peut-être écrit là-dessus. Hein. Moi aussi, j'ai tapé ma thèse de l'université avec encore une Olivetti. Donc, aujourd'hui, c'est une pièce de design, on va dire. Eh bien, il est né en 1901 et donc, les 11 avril, on a fêté les 120 ans de la naissance d'Adriano Olivetti. Alors, c'était quelqu'un d'extrêmement innovant parce qu'il a conçu son entreprise, la Fabbrica, à mesure humaine. Donc, à Ivrea, il a structuré même l'espace pour l'adapter à ses employés, à ses ouvriers. Donc, il y avait les lieux de travail. Après, dans les lieux de travail, il y avait des bibliothèques qui n'étaient pas seulement pour emprunter des livres, mais c'était des lieux de formation. Il voulait vraiment que les gens puissent évoluer dans la culture. Après, chose extraordinaire, il y avait des crèches. Donc, imaginez, hein, on est quand même dans les années du fascisme, hein, des crèches pour les femmes qui travaillaient pour lui. Ils avaient droit à un congé maternité qui était rétribué à 100%. Donc, voilà. Et surtout, comme collaborateur, il avait des architectes. Donc, tout l'espace était conçu pour les rendre vraiment les lieux d'habitation, les lieux de loisirs, etc. Les gens pouvaient aller en vélo au travail. Et après, donc, il a eu aussi une impulsion dans l'urbanisation de la ville d'Ivrea. Ivrea, on est dans la province de Novara, dans les Piémonts. Et donc, ce n'est pas du tout très loin. Hein. Et d'ailleurs, Nicolas, il y a les riz, hein, j'imagine, de Novara que tu connais bien. Hein. Oui. Et donc, tu nous parleras. Voilà, donc Olivier. Très bien aller faire parce que Ivrea, il me semble que c'est le deuxième ou troisième plus grand carnaval d'Italie. Et il y a une grosse fête la bataille des oranges. C'est très, très impressionnant à Ivrea. Oui, oui, oui. Oui, je crois qu'on se jette plusieurs centaines de kilos d'oranges. Ils ont des carapaces. Et même les gens, hein, si les gens, le cortège passe devant chez eux, ils ont la fenêtre ouverte, on voit les mémés, les pépés, ils balancent aussi. Ouais. Mais attention, ils peuvent recevoir. C'est la règle du jeu. Hein. S'ils lancent, ils peuvent recevoir les oranges dans la tapisserie. Très ancienne. Formidable. Alors oui, ça évoquait, Olivetti est intéressant, ça évoque les entreprises comme Schneider en France ou Michelin, y compris pour les salines d'Arquesnan, qui sont une saline du roi Louis XIV, si je me souviens bien. Et un petit peu aussi Fourier, les phalanstères, tu sais, Saint-Simon, les socialismes utopistes. Donc, il y a des origines un petit peu dans cette philosophie-là. Ben, formidable. Alors, je crois qu'on va mettre le public à contribution et puis on continuera à discuter avec vous et à vous poser des questions éventuellement. On continue mon petit alphabet à partir de la lettre M et cette fois-ci, le public a le droit de participer. Hein? Comme ça vous mettra en selle pour pouvoir éventuellement participer à la conversation. Alors, avant le M, le L, qui est-ce qui nous trouve quelque chose sur l'Italie à partir du L? Lambrusco. Bravo. Lambrusco, bien sûr, mais il y a les Ligures, il y a évidemment les lasagnes, il y a la Lega, la Ligue du Nord, et il y a Lamborghini. Bravo Elodie et Mika, formidable. M. Monza. Magnani. Anna Magnani. Macchiato. Modena. Mandoline. Maserati. Moretti, le fameux cinéaste italien Nanni Moretti, bien sûr. Moretti. Mamma mia. Comment pouviez-vous ignorer le Mocha quand même? Ah oui, la Mocha. Tout à l'heure, mais allez, N. Napoli. Napoli et Nutella. Ah,
Oui, bien sûr. Alors, vous verrez d'ailleurs dans le livre L'Italie de François-Régis Gaudry dont je parlais tout à l'heure, vous verrez qu'il y a 20 sortes largement de différentes pâtes au chocolat et aux noisettes et que le Nutella n'en est qu'une qui est certes très vendue mais qui n'est pas la plus connue. Et j'ai appris dans ce livre-là que s'il y avait de la pâte aux noisettes et chocolat dans cette région-là, c'est que notamment, à un moment donné, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le chocolat avait du mal à arriver, il était très cher et qu'il a fallu augmenter la proportion de noisettes. Exactement. C'est une des manières dont justement se sont inventées plein de pâtes au chocolat. Tu les connais celles-là, Nicolas? Oui, oui, j'en connais plein et je travaille avec certaines entreprises. Moi, j'ai fait une découverte récemment parce que je me balade pas mal du côté de la Liguria en ce moment. Et voilà, on parlait tout à l'heure de Colonnata, tout ça. Je pars lundi, je vais à Sistri Levante et à La Spezia. Donc, j'ai fait la découverte de deux choses. Le premier, je fais un petit aparté vite fait, ne vous inquiétez pas. Vas-y, vas-y. J'ai découvert un pays qui s'appelle Sant'Olcese. C'est un pays qui est paumé au-dessus de Genova. Je suis sûr que quand vous allez en vacances, vous passez à côté, mais vous ne vous êtes jamais posé la question. Et en fait, dans ce petit pays, il y a une petite production de saucissons. Ce sont les seuls, à ma connaissance, en Italie où ils font un mix porc et bœuf. Il faut savoir que le Piémont est tout proche et dans le Piémont, on est très fort en bœuf. Il ne faut pas oublier que Torino, si ça s'appelle Torino, ce n'est pas pour rien. L'emblème de la ville, c'est un taureau. Il y a des élevages bovins depuis l'époque romaine. Et en fait, dans ce village, ils ont fait ce mix qui est très impressionnant, je trouve. Et puis, pour revenir aux noisettes, moi, j'ai découvert une production en Liguria qui, dans le temps, était bien plus pregiata, qui était bien plus qualitative que ce qui se faisait dans le Piémont. C'est le misto chiavari. Donc, c'est un mix de 7 types de noisettes différentes qui sont faites sur des... Vous savez comment c'est la Liguria, hein. Vous allez tous rigoler quand je vais passer dans ma petite ville.fr où j'imite un Ligure chez lui, il s'accroche à la terre, parce que la terre tombe, en fait, c'est vraiment... il y a une vue vertigineuse sur les plages. Et pour travailler la terre, c'est très compliqué. C'est un peu comme les côtes rôties chez nous, dans les côtes du Rhône. On va tout faire en terrasse à la main. Et donc, le misto chiavari, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas mécaniser. C'est là où le Piémont a pris le pas sur la Liguria il y a de ça quelques décennies. Voilà. Et en fait, c'est très, très qualitatif. C'est très impressionnant comme type de noisette. Merci pour ce témoignage. Et alors, moi, je m'attarde quand même sur deux clichés, mais extraordinaires juste à côté. C'est Portofino, où il faut absolument aller, et Camogli, qui s'écrit Camogli. Donc, ça, ne les ratez pas. La prochaine fois que vous irez dans les Cinque Terre, arrêtez-vous avant. Camogli, oui, avec son église au bord de la mer et le sable noir, les pieds dans le sable noir. Tout à fait. On reprend l'alphabet à O, qui nous propose quelque chose. Au sole mio. Olio d'oliva. Oh. Olivetti. Olivetti. Ossobuco. Et l'ombri, bien sûr, aussi. P comme... Renzo Piano. Ah, j'aimerais bien parler. Lequel tu dis, Manu? C'était quoi le P, Manu? Peroni. Ah, la birra. Voilà, tout à fait. È stato mio figlio. Et la Padania, c'est quoi la Padania? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une très bonne question, ça. C'est une bonne question, la Padania. Hein? Qu'est-ce que c'est? Vous nous expliquez? Alors, il y a ouais, c'est très large comme appellation, la Padania, parce qu'il y a la Padania supérieure et la Padania inférieure. C'est une région très pleine de brouillard une bonne partie de l'année, qui suit le Pô et qui en réalité est beaucoup plus grande qu'on ne le croit, parce que aux alentours de, justement on parlait de Novara, au sud de Novara c'est déjà la Padania,
Mais en fait, si on va plus loin que Milan, on est toujours dans la Padania. En fait, c'est une sorte de plaine qui suit le Pô et qui est très impressionnante par sa météo, en fait. Parce qu'on a plus l'impression d'être à Londres que d'être en Italie dans cet endroit-là. Moi, je connais plus la Padania qui est aux alentours de Vercelli, là-bas à Vercellese, parce que c'est là où il y a mon producteur de riz à risotto. On est en plein dedans et je vous prie de croire que moi, même avec mon camion, avec les anti-brouillards, je vois rien. C'est la catastrophe. Il faut vraiment rouler doucement parce que on se sent au bout du monde avec parfois des rizières qui ressemblent à celles qu'on a en Indonésie parce qu'il y a un petit peu des endroits, c'est un petit peu en relief, c'est un petit peu en étage, mais sinon c'est très nébuleux, on va dire. Et c'est un mot qui revient souvent dans le journal, je crois, hein, pour montrer l'Italie du Nord, qui est une Italie très différente de celle qu'on peut voir au sud. Alors, dans les P, vous aviez Pompéi quand même, vous aviez le Pô, Pininfarina aussi, le grand designer, etc. Pise, Luigi Pirandello. Pirandello et le panettone et les amis. Alors, on va demander à Manu, parce qu'il a l'air d'être savant, comment s'appelle le petit personnage de bois dont le nez augmente quand il ment? Pinocchio. Gagné. Bon, on va laisser maintenant la parole au public qui peut poser des questions, qui peut témoigner, qui peut... n'hésitez pas, prenez la parole, c'est fait pour ça. Alors, c'est évidemment un tout petit peu moins facile que lorsque nous sommes en présentiel, devant le Zoom des unif-popistes, mais on doit pouvoir y arriver. Qui nous raconte ce qu'il aime, éventuellement en Italie, ou qui voudrait poser une question à Fabiola et Nicolas? Je voudrais commencer. Vas-y, Henri-Georges. Pour compléter ce qu'a dit Nicolas à propos de la Bora, c'est un vent qui est extrêmement violent et que j'ai subi en Croatie. Un vent qui souffle beaucoup de l'autre côté de la côte de l'Adriatique, qui est vraiment très violent, jusqu'à renverser des voitures. Moi, une fois, je suis passé avec une caravane, elle a failli basculer. C'est épouvantable. Sinon, au point de vue, à l'Italie, je me rends compte que finalement, je pensais pas la connaître. Et quand je vois la liste des pays où je suis allé, des régions, des villes, donc jusqu'à Reggio di Calabria, en Sicile, Scilla, j'ai beaucoup aimé Scilla, c'est en 63, ça. Et puis, je suis allé, il y a 26 ans, faire le marathon de Rome. Je pense que là, c'est assez original de visiter Rome en courant. Avec, c'est pas nombreux, on était 2000, c'est pas un marathon, c'était pas un marathon très populaire. Néanmoins, l'arrivée se faisait à l'époque dans les termes de Caracalla, et pour y arriver, nous devions franchir les 2 kilomètres de la Via Appia Antica, après Cinecittà. Et quand vous êtes au bout d'un marathon et que vous devez viser les endroits où vous mettez les pieds sur les dalles antiques, très séparées par des joints, c'est relativement dangereux pour les chevilles, mais c'est un souvenir absolument inoubliable. Et puis, il y a des endroits que j'apprécie particulièrement, qui sont pas loin. Vous avez le petit lac d'Orta, je ne sais pas si certains connaissent, qui est d'un romantisme exquis. Alors, tu peux redire comment ça s'appelle, Henri-Georges? Épelle-nous-cela. Orta, O-R-T-A. Et c'est à quel endroit? À côté du lac Majeur, c'est pas loin d'ici, c'est à 250 km d'Albertville. Vous prenez l'autoroute, je sais plus où il y a une acérie, là, comment elle s'appelle? On passe à côté d'Ivrea, on passe pas à côté, oui, on passe à Ivrea, il me semble bien. Donc c'est vraiment très romantique. Et puis il y a le lac Majeur qui est à côté. Sinon, moi je me souviens d'un très bon souvenir ici de l'Aspromonte, quand j'étais allé donc à Reggio di Calabria. C'est vraiment un très bon souvenir. Bon, c'est un pays magnifique. Je ne connais malheureusement pas encore, à part Pise, je ne connais pas la Toscane. C'est une grosse lacune qui me reste quelques années pour la combler. Alors, tu n'oublieras pas de regarder justement le film dont on parlait tout à l'heure, La meilleure Gioventù, Nos meilleures années en français, parce que justement, une grande partie se passe en Toscane et ça donne vraiment envie d'y aller en plus. La parole est à qui veut la prendre?
Je vais juste rajouter, Eric, À toi, Fabiola. sous les lacs d'Horta, il y a une entreprise aussi qui fait des ustensiles design qui sont assez connus en France, Alessi. Je ne sais pas si vous connaissez les couverts, des saladiers, des cafetières, des boucas, Alessi. Alors, ce sont des objets, des designs, on les trouve à la FNAC, on les trouve, je ne sais pas s'il y a Darty ou ailleurs. Et voilà, c'est très beau. Hein. Et donc, ça s'est fait sous les lacs d'Horta, pas loin. Eh bien, merci pour le conseil. Est-ce que d'autres ont envie de joindre à ces conseils-là leurs propres conseils? Moi, j'en aurais deux. Allez, je vous donne la possibilité de prendre le temps de réfléchir à votre conseil ou à votre question. Le premier, c'est, et on en reparlera d'ailleurs à Unifpop, c'est ce livre-là qui s'appelle La Storia Mondiale dell'Italia et qui est l'histoire mondiale de l'Italie, qui existe d'ailleurs aussi sur la France. Hein. L'histoire mondiale de la France est un concept qui a été inventé par Patrick Boucheron, l'historien. Et en fait, Andrea Giardina a fait ce livre extraordinaire en montrant tout ce qui, dans l'histoire de l'Italie, l'a relié au monde. Et pour ma part, ayant un petit peu voyagé au cours de ma vie, je me suis aperçu que les Italiens étaient partout. Et la cuisine italienne est partout, la culture italienne est partout. Et en fait, les Italiens, et il n'y avait pas que Marco Polo qui n'est peut-être pas allé partout où il disait, mais beaucoup d'Italiens sont allés à beaucoup d'endroits. C'est vraiment un livre tout à fait extraordinaire qu'on mettra également en référence. L'histoire mondiale de l'Italie. Allez, à vous! Jocelyne, la parole est à toi. Est-ce que Jocelyne veut prendre la parole? Ben écoutez, moi j'en ai encore une à vous conseiller. Je vous parlais tout à l'heure, et vous l'avez entendu un tout petit peu, le groupe baroque qui s'appelle l'Arpeggiata. L'Arpeggiata a des chanteurs absolument extraordinaires. Et une de ces chanteuses italiennes, vous avez peut-être entendu au début Voglio una casa, hein, je veux une maison, et qui est une très belle chanson sur une maison ouverte, ensoleillée, de bonne humeur, etc. Luciana Galeazzi est une très très grande chanteuse qu'on vous mettra également en référence, et puis qui est accompagnée souvent d'un ténor, peut-être pas trop connu en France, mais qui s'appelle Marco Bisley. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Marco Bisley, son nom le dit, est fils d'un Italien, fils d'une Italienne et d'un Anglais, mais c'est un chanteur napolitain qui a totalement rénové le chant napolitain. Et c'est vraiment une voix absolument extraordinaire qui chante en dialecte napolitain et en italien, et qu'on pourra vous conseiller de la même façon. Alors, pour ne pas avoir de regrets, est-ce que vous avez encore une prise de parole ou une question? Et sinon, je conclurai. Henri-Georges, la parole est à toi. Est-ce que vous savez où se trouve le bureau de Cavour? Le bureau sur lequel il a signé l'unité italienne. Ah, est-ce que c'est à Plombières? Non. Parce que tu sais que c'est là où il a rencontré Napoléon III, qui y faisait une cure, et où il est venu négocier le traité secret. C'est beaucoup moins loin d'ici. Ah c'est pas loin d'Albertville. Personne ne le sait et c'est étonnant. Vous donnez la langue au chat? Ouais. À Thorens-Glières. À quel endroit? Thorens-Glières. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas alors? Alors, Cavour avait de la famille à Thorens-Glières, notamment la famille de Saint-François de Sales, et donc ou un ami, mais bon, par amitié, non, c'était de la famille. Il a donc fait don de son bureau, tout le mobilier, c'est-à-dire le bureau plus les vitrines, au château de Thorens-Glières. D'abord, le château est remarquable à visiter. Il y a des tapisseries d'Auguston qui sont remarquables. Le château est fantastique.
Il est petit, il n'est pas grand, mais c'est très très beau à visiter. Ça se visite pas en hiver, ça se visite en été. Et j'ai eu la surprise il y a quelques années, on y est retourné une deuxième fois, de découvrir dans une salle spécifique pour ça, le bureau de Cavour. Alors moi j'ai été passionné parce que l'unité italienne était peut-être un des sujets d'histoire que j'ai le plus bossé quand j'ai passé mon baccalauréat. Enfin, on le faisait en première. Mais il fallait quand même s'en rappeler l'unité italienne, l'unité allemande, c'est deux grands bateaux pour le baccalauréat. Ça remonte à, oui, bon, 63. Et donc, j'ai toujours été passionné. D'ailleurs, j'ai lu un excellent livre, si vous ne le connaissez pas, je vous le livre, le livre de Max Gallo, Garibaldi. C'est un très très bon livre, c'est bien écrit et ça permet de comprendre d'abord le personnage et puis d'embrasser l'histoire de l'unité italienne. C'est très 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 intéressant, y compris l'annexion de la Savoie. Mais formidable, Henri-Georges, et on va t'emmener, je pense, le jour où nous irons au musée du Risorgimento. Alors, je le connais, j'ai emmené la Maison de l'Europe, bien entendu, il y a 3 ans, et il y a une collection au Risorgimento à Turin qui est fabuleuse. Malheureusement, les guides sont pas tout à fait à la hauteur et je suis rentré très frustré. Il y a une collection de documents sur le Risorgimento, c'est-à-dire l'unité italienne, fabuleuse. Oui, alors justement, on en reparlera un jour en présentiel parce qu'on ne doute pas que Fabiola, Nicolas et les autres viendront un jour en présentiel à Albertville pour que ça soit plus facile quand même que de se parler par ce Zoom qui n'est pas forcément toujours aussi fluide que nous le souhaiterions. Mais quand vous aurez lu Max Gallo, n'oubliez pas aussi le grand Tommaso di Lampedusa, avec le fameux Gattopardo, le guépard, qui est une histoire absolument phénoménale de l'unité italienne. Bon, moi je suis moins fan du film, mais il y en a qui... Non, le livre est bien mieux, oui, oui. Le livre est bien mieux, effectivement. Oui. C'est une sorte de docteur Givago de l'Italie et je trouve ça absolument extraordinaire. Oui. Écoutez, chers amis, on va terminer par la fin de notre alphabet. Et puis après, je vous saluerai tous, évidemment, mais allez, on avait laissé notre alphabet à Q. Et est-ce que vous allez trouver quelque chose avec le Q? C'est plus difficile, mais c'est très connu en Italie. A quanto basta la richiesta? Quando? Et qui connaît le Quirinal? Quirinale. Oui, il Quirinale. Ah. Pour le R, c'est beaucoup plus facile. Radio. Risotto. Rossini, Rémus et Romulus et la RAI, qu'on vous conseille bien sûr d'écouter ou de regarder parce qu'ils ont des super programmes, la radio nationale italienne ou la télévision nationale italienne. S, et on n'a pas le droit de dire spaghetti. Scampi. Trozzapretti. Sienne, Salvini. Et le slow food. Slow food. Nicolas? Sangiovese. Eh ben oui, bien sûr. U. Ubriaco. Ah. Ubriaco, ça veut dire bourré, c'est ça? En quelque sorte, oui. Udine. Alors, Udine. Umberto, ecco. Et puis V. Fabio Laviani. Merci. Peron. Verona. Oh. Vinci. Leonardo. Vespa, la Vespa. Vicenza. Et le vermouth. La Vespa. Ah, la Vespa et le Vatican, bien sûr. Bien sûr. Alors, W, j'ai pas trouvé. Wagon, mais bon. Les trains. X, j'ai pas trouvé non plus. T'as oublié le T. Ce sont des lettres étrangères de l'alphabet italien. Eh ben voilà, c'est ça. Y, j'ai pas trouvé. C'est Ivrea. Ah ben non, c'est un I. Non, c'est un I. Juventus, mais c'est les J. Et le Z, vous allez terminer en feu d'artifice. Zafferano. Le safran, ça s'écrit avec un Z en italien, mais aussi le sabayon. Sabayon, Zabayone. Mais Zanzero. aussi la Zenzero.
la Angelo, soupe pardon. de poisson, la soupe. Et essayez quand même de trouver, parce qu'on a peu parlé cinéma, allez, un grand réalisateur qui nous a fait le plus beau Roméo et Juliette qu'on ait vu, Zeffirelli. bien sûr, Franco Zeffirelli. Alors, nous reparlerons d'Italie, mais parmi les clichés de ce soir, vous savez, il y a un cliché qui dit que les Italiens sont finalement des Français de bonne humeur. Eh ben moi, je trouve que vous n'avez pas été trop mal ce soir et que même les Français dans l'assistance étaient plutôt de bonne humeur. Ouais, C'était l'objectif et au nom du NIFPOP, je vous en remercie chaleureusement. Merci à vous, hein. Merci Merci beaucoup. à Fabiola. Et j'espère vous revoir présence. Hein. Grazie. À très bientôt en présentiel. À bientôt. Arrivederci. Merci A à presto, tous. ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Ciao Manu. Grazie mille. Ciao.